Histoire Les 3 princesses de la Montagne Bleue. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants, et ils prenaient tellement cela à cœur qu'ils n'avaient presque jamais de moments heureux. Un jour, le roi se tenait sous le portique et regardait les grandes prairies et tout ce qui lui appartenait. Mais il sentait qu'il ne pouvait en tirer aucun plaisir, car il ne savait pas ce qu'il adviendrait de cela après son temps. Tandis qu'il réfléchissait, une vieille mendiante s'approcha de lui et lui demanda une bagatelle au nom du ciel. Elle le salua, lui fit la révérence et lui demanda ce qui affligeait le roi, puisqu'il avait l'air si triste. « Vous ne pouvez rien faire pour m'aider, ma bonne femme, dit le roi. Ça ne sert à rien de vous le dire. Je n'en suis pas si sûr, dit la mendiante. Il ne faut pas grand-chose quand la chance nous gêne. Le roi pense qu'il n'a pas d'héritier de sa couronne et de son royaume, mais il n'a pas besoin de pleurer pour cela, a-t-elle déclaré. La reine aura 3 filles, mais il faudra bien prendre garde qu'elles ne sortent sous le ciel avant qu'elles aient toutes 15 ans. Sinon une congère viendra les emporter. Le moment venu, la reine eut une magnifique petite fille. L'année suivante, elle en eut une autre, et la 3e année, elle eut aussi une fille. Le roi et la reine étaient heureux au-delà de toute mesure. Mais quoique le roi fût très content, il n'oublia pas de mettre une garde à la porte du palais, afin que les princesses ne sortent pas. En grandissant, ils devinrent à la fois beaux, et tout leur allait bien à tout point de vue. Leur seul regret était de ne pas avoir le droit de sortir et de jouer comme les autres enfants. Malgré tout ce qu'ils suppliaient et priaient leurs parents, et malgré tout ce qu'ils suppliaient la sentinelle, cela ne servait à rien. Ils ne devaient pas sortir avant l'âge de 15 ans, tous. Ainsi, un jour, peu avant le 15e anniversaire de la plus jeune princesse, le roi et la reine étaient en voiture, et les princesses se tenaient à la fenêtre et regardaient dehors. Le soleil brillait et tout paraissait si vert et si beau qu'ils sentaient qu'ils devaient sortir, quoi qu'il arrive. Ils supplièrent et exhortèrent tous les 3 la sentinelle de les faire descendre dans le jardin. Il pouvait constater par lui-même à quel point il faisait chaud et agréable. Aucun temps neigeux ne pourrait arriver un tel jour. Eh bien, il ne pensait pas non plus que cela y ressemblait beaucoup, et s'ils doivent partir, il ferait mieux de partir, dit le soldat. Mais cela ne devait durer qu'1 minute, et lui-même les accompagnerait et s'occuperait d'eux. Lorsqu'elles descendirent dans le jardin, elles coururent de long en large et remplirent leurs genoux de fleurs et de feuilles vertes, les plus jolies qu'elles purent trouver. Finalement, ils n'en purent plus, mais au moment où ils rentraient chez eux, ils aperçurent une grande rose à l'autre bout du jardin. C'était bien plus joli que tous ceux qu'ils avaient rassemblés, donc ils devaient la voir aussi. Mais juste au moment où ils se penchaient pour prendre la rose, une grosse congère dense arriva et les emporta. Il y eut un grand deuil dans tout le pays, et le roi fit savoir dans toutes les églises que celui qui pourrait sauver les princesses aurait la moitié du royaume et sa couronne d'or et la princesse qu'il choisirait. Vous pouvez bien comprendre qu'il y en avait beaucoup qui voulaient gagner la moitié du royaume, et une princesse par-dessus le marché. Il y avait donc des gens de haut et de bas grade qui partaient dans toutes les régions du pays. Mais personne ne pouvait retrouver les princesses, ni même en avoir de leurs nouvelles. Quand tous les grands et riches du pays eurent eu leur tour, un capitaine et un lieutenant vinrent au palais et voulurent tenter leur chance. Le roi les équipa tous 2 d'argent et d'or et leur souhaita plein succès dans leur voyage. Puis arriva un soldat qui habitait avec sa mère dans une petite chaumière à quelque distance du palais. Il avait rêvé une nuit qu'il cherchait lui aussi les princesses. Le matin venu, il se souvenait encore de son rêve et il en parlait à sa mère.
Une sorcellerie a dû s'emparer de vous, dit la femme, mais vous devez rêver la même chose 3 nuits de suite, sinon il n'y a rien dedans. Et les 2 nuits suivantes, la même chose s'est produite. Il avait fait le même rêve et il sentait qu'il devait partir. Il se lava donc, enfila son uniforme et se rendit à la cuisine du palais. C'était le lendemain du départ du capitaine et du lieutenant. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, dit le roi. Les princesses sont hors de votre portée, devrais-je dire. Et puis, j'ai dépensé tellement d'argent en costumes, qu'il ne me reste plus rien aujourd'hui. Tu ferais mieux de revenir une autre fois. Si je pars, je dois y aller aujourd'hui, dit le soldat. Je ne veux pas d'argent. Je n'ai besoin que d'une goutte dans ma gourde et d'un peu de nourriture dans mon portefeuille. A-t-il déclaré. Mais ce doit être un bon portefeuille. Autant de viande et de bacon que je peux en transporter. Oui. Il l'aurait peut-être fait si c'était tout ce qu'il voulait. Il partit donc, et il n'avait pas fait beaucoup de kilomètres qu'il rattrapa le capitaine et le lieutenant. Où vas-tu? Demanda le capitaine en apercevant l'homme en uniforme. Je vais essayer si je peux retrouver les princesses, répondit le soldat. Nous aussi, dit le capitaine, et puisque votre mission est la même, vous pouvez nous tenir compagnie, car si nous ne les trouvons pas, vous ne les trouverez probablement pas non plus, mon garçon, dit-il. Point. Au bout d'un moment, le soldat quitta la grande route et prit un chemin dans la forêt. Où vas-tu? Dit le capitaine. Il vaut mieux suivre la grande route. C'est possible, dit le soldat, mais c'est ma voie. Il resta sur le chemin et quand les autres virent cela, ils se retournèrent et le suivirent. Ils s'éloignèrent de plus en plus loin, à travers de grandes landes et le long d'étroites vallées. Finalement, la lumière devint plus légère, et lorsqu'ils furent complètement sortis de la forêt, ils arrivèrent à un long pont qu'ils durent traverser. Mais sur ce pont, un ours montait la garde. Il se dressa sur ses pattes de derrière et s'approcha d'elles, comme s'il voulait les manger. Qu'allons-nous faire maintenant? Dit le capitaine. On dit que l'ours aime la viande, dit le soldat, puis il lui en lança une pièce de monnaie, et ils passèrent ainsi. Mais lorsqu'ils atteignirent l'autre bout du pont, ils virent un lion qui venait rugir vers eux, la gueule ouverte, comme s'il voulait les avaler. Je pense que nous ferions mieux de tourner à droite, nous ne pourrons jamais le dépasser vivant. A déclaré le capitaine. Oh! Je ne pense pas qu'il soit si dangereux, dit le soldat. J'ai entendu dire que les lions aiment beaucoup le bacon, et j'ai un demi-cochon dans mon portefeuille. Puis il jeta un jambon au lion, qui se mit à manger et à ronger, et ainsi ils le dépassèrent également. Le soir, ils arrivèrent dans une belle et grande maison. Chaque pièce était plus magnifique que l'autre. Tout était éclat et splendeur partout où ils regardaient. Mais cela ne satisfit pas leur faim. Le capitaine et le lieutenant allaient partout en brandissant leur argent et voulaient acheter de la nourriture. Mais ils ne virent personne et ne purent trouver une miette de quoi que ce soit dans la maison. Alors le soldat leur offrit de la nourriture de son portefeuille, ce qu'ils n'étaient pas trop fiers d'accepter, et ils ne voulaient pas non plus qu'on les presse. Ils se servèrent de ce qu'il avait comme s'ils n'avaient jamais goûté de nourriture auparavant. Le lendemain, le capitaine a dit qu'ils devraient aller tirer et essayer de trouver de quoi vivre. Près de la maison se trouvait une grande forêt où vivaient de nombreux lièvres et oiseaux. Le lieutenant devait rester à la maison et cuisiner le reste de la nourriture contenue dans le portefeuille du soldat. Pendant ce temps, le capitaine et le soldat tiraient tellement de gibier qu'ils pouvaient à peine le rapporter chez eux. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte,
Ils trouvèrent le lieutenant dans un état si terrible qu'il pouvait à peine leur ouvrir la porte. « C'est quoi ton problème ? » dit le capitaine. Le lieutenant leur raconta alors qu'à peine parti, un tout petit homme, avec une longue barbe, qui marchait avec des béquilles, était entré et avait demandé si plaintivement un sou, mais à peine l'eut-il récupéré qu'il le laissa tomber sur le sol, et malgré tout ce qu'il ratissait et grattait avec sa béquille, il ne parvenait pas à s'en saisir, tant il était raide et raide. J'ai eu pitié de ce pauvre vieux corps, dit le lieutenant, et je me suis donc penché pour ramasser le sou, mais il n'était plus ni raide ni austère. Il a commencé à me harceler avec ses béquilles jusqu'à ce que très vite je sois incapable de bouger un membre. Tu devrais avoir honte de toi, vous, un des officiers du roi, de laisser un vieil infirme vous donner une raclée, et ensuite d'en parler aux gens par-dessus le marché. Dit le capitaine. Demain, je m'arrêterai chez moi, et alors tu entendras une autre histoire. Le lendemain, le lieutenant et le soldat sont partis tirer et le capitaine est resté à la maison pour faire la cuisine et s'occuper de la maison. Mais s'il ne s'en sort pas plus mal, il ne s'en sort certainement pas mieux que le lieutenant. Peu après, le vieil homme entra et demanda un sou. Il l'a laissé tomber dès qu'il l'a eu. Il avait disparu et était introuvable. Il demanda donc au capitaine de l'aider à le retrouver, et le capitaine, sans réfléchir, se pencha pour le chercher. Mais à peine fut-il à genoux que l'infirme se mit à le malmener avec ses béquilles, et chaque fois que le capitaine essayait de se relever, il recevait un coup qui le faisait chanceler. Quand les autres rentrèrent le soir, il gisait toujours au même endroit et ne pouvait ni voir ni parler. Le troisième jour, le soldat devait rester chez lui, tandis que les deux autres sortiraient pour tirer. Le capitaine dit qu'il devait prendre soin de lui-même, car ce vieux va bientôt vous tuer, mon garçon, dit-il. Oh! Il ne peut pas y avoir beaucoup de vie en soi si un si vieux escroc peut la supporter, dit le soldat. À peine furent-ils devant la porte que le vieil homme entra et demanda encore un sou. Je n'ai jamais possédé d'argent, dit le soldat, mais je te donnerai de la nourriture dès qu'elle sera prête, dit-il. Mais si nous voulons la faire cuire, il faut aller couper le bois. Cela, je ne peux pas, dit le vieil homme. Si vous ne pouvez pas, vous devez apprendre, a déclaré le soldat. Je vais bientôt vous montrer. Viens avec moi jusqu'au bûcher. Là, il sortit une lourde bûche, y fit une fente et y enfonça un coin jusqu'à ce que la fente se creuse. Maintenant, tu dois t'allonger et regarder le long de la fente, et tu apprendras bientôt à couper du bois, dit le soldat. En attendant, je vais vous montrer comment utiliser la hache. Le vieillard n'était pas assez rusé et fit ce qu'on lui disait. Il s'allongea et regarda fixement le rondin. Quand le soldat vit que la barbe du vieillard était bien enfoncée dans la fente, il ôta le coin. La fente se referma et le vieillard fut attrapé par la barbe. Le soldat commença à le battre avec le manche de la hache, puis lui passa la hache autour de la tête et jura qu'il lui briserait le crâne s'il ne lui disait pas sur le champ où étaient les princesses. Épargnez ma vie, et je vous le dirai. Dit le vieil homme. À l'est de la maison, il y a un grand monticule. Au sommet du monticule, vous devez creuser un morceau carré de gazon, puis vous verrez une grande dalle de pierre. En dessous se trouve un trou profond par lequel vous devez vous laisser tomber, et vous arriverez alors dans un autre monde où vous trouverez les princesses. Mais le chemin est long et sombre et il passe à la fois par le feu et par l'eau. Quand le soldat apprit cela, il relâcha le vieillard, qui ne tarda pas à s'enfuir.
Lorsque le capitaine et le lieutenant rentrèrent chez eux, ils furent surpris de trouver le soldat vivant. Il leur raconta ce qui s'était passé du début à la fin, où étaient les princesses et comment les retrouver. Ils furent aussi contents que s'ils les avaient déjà trouvées, et quand ils eurent mangé, ils emportèrent avec eux un panier et autant de cordes qu'ils purent trouver, et tous trois se dirigèrent vers le monticule. Là, ils creusèrent d'abord le gazon comme le leur avait dit le vieil homme, et en dessous ils trouvèrent une grande dalle de pierre qu'il leur fallut toute leur force pour retourner. Ils ont alors commencé à mesurer sa profondeur. Ils se rejoignirent sur des cordes 2 et 3 fois, mais ils n'étaient pas plus près du fond la dernière fois que la première fois. Finalement, ils durent joindre toutes les cordes qu'ils possédaient, tant les grosses que les fines, et ils découvrirent alors qu'elles atteignaient le fond. Le capitaine fut, bien entendu, le premier à vouloir descendre. Mais quand je tirerai sur la corde, vous devrez vous hâter de me tirer de nouveau, dit-il. Il trouvait la voie à la fois sombre et désagréable, mais il pensait qu'il continuerait tant que la situation n'empirerait pas. Mais tout à coup, il sentit de l'eau glacée jaillir de ses oreilles. Il est mort de peur et a commencé à tirer sur la corde. Le lieutenant fut le suivant à essayer, mais cela ne lui réussit pas mieux. À peine eut-il traversé le flot d'eau qu'il aperçut un feu flamboyant béant sous lui, ce qui l'effraya tellement qu'il se retourna également. Le soldat monta alors dans le seau, et descendit à travers le feu et l'eau, jusqu'à ce qu'il atteigne le fond, où il faisait si noir qu'il ne pouvait pas voir sa main devant lui. Il n'osait pas lâcher le panier, mais il tournait en rond, tâtonnant et tâtonnant autour de lui. Enfin, il découvrit une lueur très lointaine, comme l'aube du jour, et il continua dans cette direction. Quand il fut un peu parti, la lumière commença à grandir autour de lui, et peu de temps après, il vit un soleil doré se lever dans le ciel et tout autour de lui devint aussi brillant et beau que dans un monde féerique. Il rencontra d'abord des bovins si gras que leur peau brillait au loin, et après les avoir dépassés, il arriva à un beau et grand palais. Il traversa de nombreuses pièces sans rencontrer personne. Enfin, il entendit le bourdonnement d'un rouet, et lorsqu'il entra dans la pièce, il trouva la princesse aînée assise là, en train de filer du fil de cuivre. La pièce et tout ce qu'elle contenait était en cuivre brillamment poli. Ô cher, que font les chrétiens ici? Dit la princesse. Le ciel vous préserve. Que veux-tu? Je veux vous libérer et vous faire sortir de la montagne, dit le soldat. Je vous en prie, ne restez pas. Si le troll rentre à la maison, il vous tuera immédiatement. Il a 3 têtes, dit-elle. Je m'en fiche s'il en a 4, a déclaré le soldat. Je suis ici, et ici je resterai. Eh bien, si vous voulez être si entêté, je dois voir si je peux vous aider, dit la princesse. Elle lui dit alors de se glisser derrière la grande cuve de brassage qui se trouvait dans le hall d'entrée. Pendant ce temps, elle recevait le troll et lui grattait la tête jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et quand je sors et appelle les poules, tu dois te dépêcher et entrer, dit-elle. Mais vous devez d'abord essayer si vous pouvez balancer l'épée qui repose sur la table. Non. C'était trop lourd. Il ne pouvait même pas le bouger. Il dut alors prendre une dose fortifiante de la corne qui pendait derrière la porte. Après cela, il était juste capable de le remuer. Alors il prit une autre potion, puis il put le soulever. Finalement, il prit un grand trait à droite et il put manier l'épée aussi facilement que n'importe quoi d'autre. Tout à coup, le troll rentra à la maison. Il marchait si lourdement que le palais trembla. Pouah! Pouah!
Je sens la chair et le sang chrétien dans ma maison, a-t-il déclaré. Oui, répondit la princesse, un corbeau est passé ici tout à l'heure, et il avait dans son bec un os humain qu'il a laissé tomber dans la cheminée. Je l'ai jeté, j'ai balayé et nettoyé après, mais je suppose que ça sent toujours. C'est vrai, dit le troll. Mais venez vous allonger, je vais vous gratter la tête, dit la princesse. L'odeur aura disparu au moment où vous vous réveillerez. Le troll était tout à fait disposé, et peu de temps après, il s'endormit et commença à ronfler. Lorsqu'elle vit qu'il dormait profondément, elle lui plaça des tabourets et des coussins sous la tête et alla appeler les poules. Le soldat s'est ensuite introduit dans la pièce avec l'épée et, d'un seul coup, a coupé les 3 têtes du troll. La princesse fut ravie comme un violoniste et accompagna le soldat chez ses sœurs, afin qu'il puisse aussi les libérer. Ils traversèrent d'abord une cour, puis de nombreuses et longues pièces jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à une grande porte. Ici, il faut entrer. La voici, dit la princesse. Lorsqu'il ouvrit la porte, il se trouva dans une grande salle, où tout était d'argent pur. Là, la deuxième sœur était assise devant un rouet d'argent. Ô cher, dit-elle. Que voulez-vous ici? Je veux vous libérer du troll, dit le soldat. Je vous en prie, ne restez pas, mais partez, dit la princesse. S'il vous trouve ici, il vous suicidera sur le champ. Ce serait gênant, du moins si je ne le prenais pas en premier, dit le soldat. Eh bien, puisque vous restez, dit-elle, vous devrez vous glisser derrière la grande cuve de brassage dans le hall d'entrée. Mais il faudra vous dépêcher et venir dès que vous m'entendrez appeler les poules. Tout d'abord, il devait essayer s'il était capable de manier l'épée du troll posée sur la table. Il était beaucoup plus grand et plus lourd que le premier. Il était à peine capable de le déplacer. Il prenait ensuite 3 gorgées de corne et pouvait alors la soulever, et lorsqu'il en avait pris 3 autres, il pouvait la manipuler comme s'il s'agissait d'un rouleau à pâtisserie. Peu de temps après, il entendit un bruit sourd et terrible, et juste après, un troll à 6 têtes entra. Dit-il dès qu'il eut le nez dans la porte. Je sens le sang et les os des chrétiens dans ma maison. Oui. Réfléchissez. Un corbeau est passé ici en volant avec un fémur qu'il a laissé tomber dans la cheminée, a déclaré la princesse. Je l'ai jeté, mais le corbeau l'a ramené. Finalement, je m'en suis débarrassé et je me suis dépêché de nettoyer la pièce, mais je suppose que l'odeur n'a pas complètement disparu, a-t-elle déclaré. Non. Je peux le sentir bien, dit le troll. Mais il était fatigué et posa sa tête sur les genoux de la princesse, et elle continua à les gratter jusqu'à ce qu'ils ronflent tous. Puis elle appela les poules, et le soldat vint et coupa les 6 têtes comme si elles étaient posées sur des tiges de choux. Elle n'était pas moins heureuse que sa sœur aînée, comme vous pouvez l'imaginer, et dansait et chantait. Mais au milieu de leur joie, ils se souvinrent de leur plus jeune sœur. Ils suivirent le soldat à travers une grande cour et, après avoir traversé de nombreuses pièces, il arriva à la salle de l'or où se trouvait la 3e sœur. Elle était assise devant un rouet doré, filant du fil d'or, et la pièce, du plafond au sol, brillait et scintillait à en faire mal aux yeux. Que le ciel nous préserve, vous et moi, que voulez-vous ici? Dit la princesse. Allez, sinon le troll nous tuera tous les deux. C'est aussi bien deux qu'un, répondit le soldat. La princesse pleurait et pleurait. Mais tout cela ne servait à rien, il devait et resterait. Puisqu'il n'y avait aucune aide pour cela,
Il devrait essayer s'il pouvait utiliser l'épée du troll sur la table dans le hall d'entrée. Mais il était tout juste capable de le déplacer. Elle était encore plus grande et plus lourde que les deux autres épées. Il dut ensuite retirer la corne du mur et en tirer 3 gorgées, mais il fut tout juste capable d'agiter l'épée. Lorsqu'il en avait pris 3 autres, il pouvait la soulever, et lorsqu'il en avait pris 3 autres, il la balançait aussi facilement que s'il s'agissait d'une plume. La princesse s'arrangea alors avec le soldat pour qu'il fasse la même chose que ses sœurs. Dès que le troll dormait bien, elle appelait les poules, et ils devaient alors se dépêcher d'entrer et d'en finir avec le troll. Tout d'un coup, ils entendirent un bruit de tonnerre et décousu, comme si les murs et le toit s'écroulaient. Pouah! Pouah! Je sens le sang et les os des chrétiens dans ma maison, dit le troll en reniflant de ses 9 nez. Oui. Vous n'avez jamais vu ça. Tout à l'heure, un corbeau est passé par ici et a laissé tomber un os humain dans la cheminée. Je l'ai jeté dehors, mais le corbeau l'a rapporté, et cela a duré quelque temps, dit la princesse. Mais elle l'a finalement enterré, dit elle, et elle avait à la fois balayé et nettoyé l'endroit, mais elle supposait que ça sentait encore. Oui. Je peux le sentir bien, dit le troll. Viens ici et allonge-toi sur mes genoux et je te gratterai la tête, dit la princesse. L'odeur aura disparu à votre réveil. Il l'a fait, et quand il ronflait à son meilleur, elle a mis des tabourets et des coussins sous la tête pour qu'elle puisse s'éloigner pour appeler les poules. Le soldat entra alors avec ses pieds en bas et frappa le troll, de sorte que 8 des têtes tombèrent d'un seul coup. Mais l'épée était trop courte et n'allait pas assez loin. La 9e tête se réveilla et se mit à rugir. Pouah! Pouah! Je sens le chrétien. Oui. Le voici, répondit le soldat, et avant que le troll ait pu se lever et le saisir, le soldat lui frappa un autre coup et la dernière tête roula sur le sol. Vous pouvez bien imaginer à quel point les princesses étaient heureuses maintenant de ne plus avoir à s'asseoir et à gratter la tête des trolls. Ils ne savaient pas comment ils pourraient en faire assez pour celui qui les avait sauvés. La plus jeune princesse ôta sa bague en or et la noua dans ses cheveux. Ils emportèrent ensuite avec eux autant d'or et d'argent qu'ils pensaient pouvoir en transporter et repartir chez eux. Dès qu'ils tirèrent sur la corde, le capitaine et le lieutenant tirèrent les princesses l'une après l'autre. Mais quand ils furent sains et saufs, le soldat trouva que c'était une folie de sa part de ne pas être monté avant les princesses, car il n'avait pas beaucoup confiance en ses camarades. Il pensa qu'il allait d'abord les essayer, alors il mit un gros morceau d'or dans le panier et s'écarta. Quand le panier fut à mi-hauteur, ils coupèrent la corde et le morceau d'or tomba au fond avec un tel fracas que les morceaux volèrent autour de ses oreilles. Maintenant, nous sommes débarrassés de lui, dirent-ils, menaçant de leur vie les princesses si elles ne disaient pas que c'était elles qui les avaient sauvées des trolls. Ils furent forcés d'accepter cela, bien contre leur gré, et surtout la plus jeune princesse. Mais la vie était précieuse, et c'est pourquoi les 2 plus forts ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Lorsque le capitaine et le lieutenant rentrèrent avec les princesses, soyez sûrs qu'il y eut de grandes réjouissances au palais. Le roi était si heureux de ne pas savoir sur quelles jambes se tenir. Il sortit son meilleur vin de son armoire et souhaita la bienvenue aux 2 officiers. S'il n'avait jamais été honoré auparavant, il l'était maintenant dans toute la mesure, et ce n'est pas une erreur. Ils marchèrent et se pavanèrent toute la journée, comme s'il était les coqs de la promenade, puisqu'il allait désormais avoir le roi pour beau-père. Car il était entendu qu'ils auraient chacun la princesse qu'ils voudraient et la moitié du royaume à eux deux. Ils voulaient tous les 2 la plus jeune princesse,
Mais malgré tous leurs prières et leurs menaces, cela ne servait à rien. Elle ne voulait ni entendre ni écouter non plus. Ils demandèrent alors au roi s'il pouvait avoir 12 hommes pour la surveiller. Elle était si triste et mélancolique depuis qu'elle était dans la montagne qu'ils avaient peur qu'elle se fasse quelque chose. Oui, c'était possible, et le roi lui-même a dit à la garde qu'il devait bien prendre soin d'elle et la suivre partout où elle allait et se tenait. Ils commencèrent alors à préparer le mariage des deux sœurs aînées. Ce devrait être un mariage comme on n'en a jamais entendu parler auparavant, et il n'y aurait pas de fin au brassage, à la cuisson et à l'abattage. Pendant ce temps, le soldat marchait et flânait dans l'autre monde. Il trouvait pénible de ne plus voir ni les gens ni la lumière du jour. Mais il faudrait qu'il fasse quelque chose, pensa-t-il, et ainsi pendant plusieurs jours il alla de pièce en pièce et ouvrit tous les tiroirs et armoires et fouilla les étagères et regarda toutes les belles choses qui s'y trouvaient. Enfin il arriva à un tiroir d'une table, dans lequel se trouvait une clé en or. Il essaya cette clé avec toutes les serrures qu'il put trouver, mais il n'y en avait aucune jusqu'à ce qu'il atteigne une petite armoire au-dessus du lit, et il y trouva un vieux sifflet rouillé. Je me demande s'il y a un son dedans, pensa-t-il en le portant à sa bouche. À peine eut-il sifflé qu'il entendit un sifflement et un vrombissement de toutes parts, et une si grande volée d'oiseaux balayés, qu'ils noircirent tout le champ dans lequel ils s'étaient installés. Que veut notre maître aujourd'hui? Ils ont demandé. S'il était leur maître, dit le soldat, il aimerait savoir s'il pouvait lui dire comment remonter sur terre. Non. Aucun d'eux n'en savait rien. Mais notre mère n'est pas encore arrivée, dirent-ils. Si elle ne peut pas vous aider, personne ne le peut. Alors il siffla de nouveau, et bientôt il entendit au loin quelque chose battre des ailes, et alors le souffle se mit à souffler si fort qu'il fut emporté entre les maisons comme un brin de foin à travers la cour, et s'il n'avait pas saisi le clôture, il aurait sans aucun doute été complètement époustouflé. Un grand aigle, plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, s'est alors abattu devant lui. Vous arrivez assez brusquement, dit le soldat. Comme tu siffles. Je viens, répondit l'aigle. Alors il lui a demandé si elle connaissait un moyen par lequel il pourrait s'éloigner du monde dans lequel il se trouvait. Tu ne peux pas sortir d'ici à moins de savoir voler, dit l'aigle. Mais si tu veux abattre 12 bœufs pour moi, afin que je puisse avoir un très bon repas, j'essaierai de t'aider. As-tu un couteau? Non. Mais j'ai une épée, dit-il. Lorsque l'aigle eut avalé les 12 bœufs, elle demanda aux soldats d'en tuer un de plus pour se nourrir pendant le voyage. Chaque fois que je reste bouche bée, tu dois être rapide et me jeter un morceau dans la bouche, dit-elle. Sinon je ne pourrai pas te transporter sur terre. Il fit ce qu'elle lui demandait. Lui accrocha 2 gros sacs de viande autour du cou et s'assit parmi ses plumes. L'aigle commença alors à battre des ailes et ils s'envolèrent dans les airs comme le vent. C'était tout ce que le soldat pouvait faire pour tenir le coup, et c'était avec la plus grande difficulté qu'il parvenait à jeter les morceaux de chair dans la gueule de l'aigle à chaque fois qu'elle l'ouvrait. Enfin, le jour commença à se lever, et l'aigle était alors presque épuisé et commença à battre des ailes, mais le soldat était préparé et saisit le dernier quartier arrière et le lui lança. Puis elle reprit des forces et le ramena sur terre. Après s'être assise et se reposer un moment au sommet d'un grand pin, elle repartit avec lui d'une telle allure que des éclairs étaient visibles sur la mer et sur la terre partout où ils allaient. Près du palais, le soldat descendit et l'aigle rentra chez lui, mais elle lui dit d'abord que s'il avait besoin d'elle à un moment donné, il lui suffirait de siffler et elle serait là immédiatement. Cependant tout était prêt au palais, et le moment approchait où le capitaine et le lieutenant devaient se marier avec les 2 princesses aînées,
qui pourtant n'étaient pas beaucoup plus heureuses que leurs plus jeunes sœurs. À peine un jour se passait ils sans pleurs et sans deuil, et plus le jour du mariage approchait, plus ils devenaient tristes. Enfin le roi demanda quel était leur problème. Il trouvait très étrange qu'ils ne soient plus joyeux et heureux maintenant qu'ils étaient sauvés, libérés et qu'ils allaient se marier. Il devait donner une réponse, et la sœur aînée dit qu'ils ne seraient plus jamais heureux s'ils ne pouvaient pas obtenir des pions comme ceux avec lesquels ils avaient joué dans la montagne bleue. Cela, pensa le roi, pouvait être facilement réalisé, et il envoya donc dire à tous les orfèvres les meilleurs et les plus intelligents du pays qu'ils devraient fabriquer ces dames pour les princesses. Malgré tout ce qu'ils ont essayé, personne n'a pu y parvenir. Enfin, tous les orfèvres étaient venus au palais, sauf un, et c'était un vieil homme infirme qui n'avait fait aucun travail depuis de nombreuses années, sauf de petits travaux qui lui permettaient tout juste de survivre. Le soldat alla vers lui et demanda à être apprenti. Le vieillard fut si heureux de l'avoir, car il n'avait pas eu d'apprenti depuis plusieurs jours, qu'il sortit une gourde de sa poitrine et s'assit pour boire avec le soldat. Bientôt la boisson lui vint à l'esprit, et quand le soldat vit cela, il le persuada de monter au palais et de dire au roi qu'il se chargerait de fabriquer les jeux de dames pour les princesses. Il était prêt à le faire sur le champ. Il avait fait des choses plus belles et plus grandes à son époque, dit-il. Lorsque le roi apprit qu'il y avait quelqu'un dehors qui pouvait jouer aux dames, il ne tarda pas à sortir. Est-ce vrai, ce que vous dites, que vous puissiez fabriquer les jeux de dames que veulent mes filles? Il a demandé. Oui. Ce n'est pas un mensonge, dit l'orfèvre. Dont il répondrait. C'est bien. Dit le roi. Voici l'or pour les fabriquer. Mais si vous n'y parvenez pas, vous perdrez la vie, puisque vous êtes venu vous offrir, et il faudra les terminer en 3 jours. Le lendemain matin, alors que l'orfèvre s'était endormi sans les effets de la boisson, il n'était pas aussi sûr de son travail. Il gémissait, pleurait, et faisait exploser son apprenti, qu'il avait mis dans de tels ennuis alors qu'il était ivre. Le mieux serait de se débrouiller tout de suite, disait-il, car il ne pouvait y avoir aucun espoir pour sa vie. Alors que les meilleurs et les plus grands orfèvres ne pouvaient pas fabriquer de tels jeux de dames, était-il probable qu'ils puissent le faire? Ne vous inquiétez pas pour cela, dit le soldat, mais donnez-moi l'or et je préparerai les pions à temps. Mais je dois avoir une chambre pour moi seul pour travailler, a-t-il déclaré. C'est ce qu'il a obtenu, et merci en plus. Le temps passait, le soldat ne faisait que flâner et l'orfèvre commençait à grogner parce qu'il ne voulait pas commencer le travail. Ne vous inquiétez pas, dit le soldat, nous avons tout le temps. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que j'ai promis, vous feriez mieux de le faire vous-même. La même chose se passa ce jour-là et le lendemain, et comme le forgeron n'entendit ni marteau ni lime venant de la chambre du soldat pendant tout le dernier jour, il se crut tout à fait perdu. Il ne servait plus à rien de penser à lui sauver la vie, pensa-t-il. Mais quand la nuit tomba, le soldat ouvrit la fenêtre et siffla. L'aigle est alors venu et a demandé ce qu'il voulait. Ces dames d'or que les princesses avaient dans la montagne bleue, dit le soldat. Mais tu voudras d'abord quelque chose à manger, je suppose? J'ai 2 carcasses de bœufs prêtes pour vous dans le grenier à foin là-bas. Tu ferais mieux de les finir, dit-il. Quand l'aigle eut fini, elle ne tarda pas, et bien avant que le soleil ne se lève, elle était de retour avec les dames. Le soldat les a ensuite mis sous son lit et s'est allongé pour dormir. Tôt le lendemain matin, l'orfèvre vint frapper à sa porte. Qu'est-ce que tu cherches encore maintenant?
demanda le soldat. Vous vous précipitez assez dans la journée? Dieu sait. Si on ne peut pas avoir la paix quand on est au lit, qui serait apprenti ici? A-t-il dit. Ni la prière ni la mendicité n'ont aidé cette fois-là. L'orfèvre devait entrer et voulait entrer, et finalement on le laissa entrer. Et puis, soyez en sûrs, ces lamentations cessèrent bientôt. Mais les princesses étaient encore plus heureuses que l'orfèvre lorsqu'il arrivait au palais avec les dames, et la plus heureuse de toutes était la plus jeune princesse. Les avez-vous fabriquées vous-même? Elle a demandé. Non. Si je dois dire la vérité, ce n'est pas moi, dit-il, mais mon apprenti qui les a fabriquées. Je voudrais voir cet apprenti, dit la princesse. En fait, tous les trois voulaient le voir, et s'il tenait à la vie, il devrait venir. Il n'avait peur ni des femmes ni des grands-parents, dit le soldat, et si cela pouvait être quelque amusement pour eux de regarder ces haillons, ils devraient bientôt avoir ce plaisir. La plus jeune princesse le reconnut aussitôt. Elle repoussa les soldats et courut vers lui tendit la main et lui dit. Bonjour et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est lui qui nous a libérés des trolls dans la montagne, dit-elle au roi. C'est lui que j'aurai. Puis elle ôta sa casquette et leur montra l'anneau qu'elle avait noué dans ses cheveux. On comprit bientôt comment le capitaine et le lieutenant s'étaient comportés, et ils durent donc payer de leur vie le prix de leur trahison, et ce fut la fin de leur grandeur. Mais le soldat obtint la couronne d'or et la moitié du royaume et épousa la plus jeune princesse. Lors des noces, ils burent et se régalèrent longuement et bien. Ils pourraient tous faire un festin, même s'ils ne pouvaient pas trouver les princesses, et s'ils n'ont pas encore fini de festoyer et de boire, ils doivent y être encore. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.